Ce mardi-là, Sophie rentra chez elle 3 heures plus tôt que d'habitude. La première chose qu'elle entendit fut la voix de son père, riant. Un événement qui ne s'était pas produit depuis 12 ans. Elle se figea dans le couloir en marbre. Son père, riant, comme si ce son même était devenu impossible. Monsieur Ernest Duval était aveugle depuis 12 ans. 12 ans enfermé dans sa chambre au 3e étage de cet hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. 12 ans sans toucher aux 3000 livres de sa bibliothèque personnelle. 12 ans sans sourire, encore moins rire. Et maintenant, alors que Sophie serrait sa serviette en cuir contre elle et que son téléphone professionnel vibrait de messages urgents, ce son la traversait comme un éclair. Le rire de son père, authentique, vif, réel. Elle monta les escaliers sans faire de bruit, chaque pas lent, chaque respiration contenue. Comme si ce son était si fragile qu'un mouvement brusque pourrait le détruire. La porte de la chambre était entr'ouverte. Une mince ligne de lumière chaude s'échappait dans le couloir. Et alors, elle l'entendit. Une autre voix, une voix de femme, douce, lente, lisant. Ce n'était pas l'infirmière. L'infirmière avait une voix rauque, fatiguée. Cette voix était différente. Cette voix peignait des images dans l'air. Sophie s'approcha millimètre par millimètre. Elle jeta à peine un coup d'œil par la fente et elle vit... Son père était assis dans son fauteuil en cuir près de la fenêtre, le même fauteuil où il passait ses journées à regarder le vide depuis 12 ans. Mais cette fois, son visage n'était pas vide. Cette fois, il souriait, un petit sourire, presque oublié, comme si les muscles se souvenaient à peine comment faire. Et à ses côtés, assise sur une chaise qu'elle avait rapprochée, se trouvait Chloé, la femme de ménage. Avec son uniforme bleu et son tablier blanc, mais dans ses mains, il n'y avait ni chiffon ni nettoyant. Il y avait un livre, un vieux livre, à la couverture usée, et elle lisait. Sophie n'entra pas, elle n'osa pas. Elle ferma la porte silencieusement et descendit les escaliers avec le cœur battant la chamade. Elle s'assit sur le canapé du salon, toujours avec sa serviette à la main, et pour la première fois depuis des années, elle pleura sans comprendre pourquoi. Si jamais vous avez senti que le monde entier était contre vous, que le temps a emporté quelque chose que vous aimiez et ne vous l'a jamais rendu, restez ici, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une histoire ordinaire. C'est l'une de ces histoires qui vous rappellent que les miracles ne viennent pas des hôpitaux. Ils viennent d'endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Il y a 6 mois, la vie de Sophie Duval-Montaigne était une équation parfaite. PDG de l'entreprise Duval, l'entreprise que son père a fondée il y a 40 ans, contrat de plusieurs millions d'euros, des immeubles qui redéfinissaient l'horizon de Paris, 14 heures de travail par jour, réunions avec des investisseurs japonais, allemands, américains. Son agenda était une carte de guerre où chaque minute était conquise. Et son père, Monsieur Ernest Duval, était au 3e étage. Toujours au 3e étage. Soigné par des infirmières qui arrivaient à 8 heures du matin et partaient à 8 heures du soir. Des infirmières qui lui donnaient ses médicaments, qui lui préparaient des plats à faible teneur en sucre, qui l'aidaient à s'habiller. Efficace, professionnelle, froide. Sophie montait chaque matin avant de partir. 10 minutes, parfois 15 si la circulation le permettait. Elle entrait dans la chambre, embrassait le front de son père, demandait s'il avait bien dormi et s'en allait. Monsieur Ernest répondait par des monosyllabes. Oui, non, bien, merci. Il n'y avait pas de conversation, il n'y avait pas de connexion, seulement un rituel de culpabilité qui se répétait chaque matin comme un rosaire mécanique. Monsieur Ernest avait été architecte, l'un des meilleurs du pays. Il a conçu le musée d'art moderne de la ville de Paris. La Tour Duval à la Défense, le complexe résidentiel qui porte son nom à la Défense. Ses mains dessinaient des mondes, ses yeux voyaient ce qui n'existait pas encore. C'était un homme de lumière, de lignes, d'espace qui respirait. Mais à 62 ans, le diabète lui a volé la vue. D'abord une vision floue, puis des points noirs, puis l'obscurité totale. Rétinopathie diabétique avancée. Les meilleurs ophtalmologistes de Houston, de Madrid, de Singapour
ont dit la même chose. Irréversible, permanente, terminale. Le jour où M. Ernest a complètement perdu la vue, quelque chose d'autre s'est éteint. Sa voix, son rire, son désir de se réveiller. Il a demandé à ce que personne n'entre dans sa bibliothèque, que personne ne touche à ses livres. 3000 volumes, classiques, poésie, romans, biographie, architecture, histoire, collectionnés pendant 50 ans. Maintenant, ce n'était plus que poussière et souvenirs. Les infirmières ont suggéré des livres audio. Monsieur Ernest les a écoutés en silence, puis a dit d'une voix brisée « Ce n'est pas la même chose. Un livre audio est une voix sans âme. Je veux sentir le papier. Je veux entendre quelqu'un qui me lit parce qu'il veut me lire, pas parce qu'une machine l'a enregistré. » Alors, il a cessé de lire. Et avec cela, il a cessé de vivre. Mais il y avait un détail que Sophie ignorait, quelque chose qui se passait depuis 3 mois, juste sous son nez, pendant les 2 heures qu'elle passait en réunion avec le conseil d'administration. Les après-midi, où elle examinait les plans structurels dans son bureau des Champs-Élysées, dans ces espaces vides que l'argent remplissait d'efficacité, mais jamais d'amour. Pendant ces heures, Chloé Dubois, 48 ans, femme de ménage engagée il y a 3 mois pour nettoyer le rez-de-chaussée et préparer les repas, montait au 3e étage, avec un livre, l'un de ses propres livres, de sa propre maison, de sa propre vie. Elle s'asseyait à côté de M. Ernest, ouvrait le livre et lisait. Et c'est ce mardi, lorsque Sophie est rentrée 3 heures plus tôt parce qu'une réunion avait été annulée, que le secret a cessé d'en être un. Cette nuit-là, Sophie n'a pas pu dormir. Allongée sur son lit king-size aux draps égyptiens, regardant le très haut plafond de sa chambre, elle ne pouvait pas cesser d'entendre ce rire, le rire de son père, un rire qu'elle n'avait pas provoqué depuis des années, un rire qu'une femme en tablier bleu avait réussi à susciter en seulement 3 mois. Elle se leva à 3 heures du matin, descendit à la cuisine, se prépara un tilleul qu'elle ne but pas. Elle resta à regarder la fenêtre, vers le jardin illuminé par les lumières automatiques, et se posa une question qui la brûlait de l'intérieur. Qu'est-ce que Chloé avait fait qu'elle n'avait pas fait? Chloé arrivait à 9 heures du matin, partait à 6 heures du soir, nettoyait les sols en marbre, faisait briller les meubles du salon, préparait le déjeuner, lavait la vaisselle, repassait les rideaux, organisait le garde-manger, tout impeccable, tout parfait. Mais Sophie commença à remarquer quelque chose, de petites choses, des détails qu'elle ne voyait pas avant. Monsieur Ernest était différent, pas beaucoup, mais différent. Le matin, lorsque Sophie montait pour son rituel de 10 minutes, son père était déjà habillé, pas avec le pyjama froissé que les infirmières lui mettaient, non, habillé avec une chemise, avec un pantalon de costume, avec des chaussures cirées, comme s'il avait un endroit où aller. Et son expression n'était plus celle d'un homme éteint. Il y avait quelque chose de subtil, un éclat étrange dans les yeux qui ne voyaient plus, une attente, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Un jour, alors que Sophie prenait son café rapidement avant de partir, elle entendit son père demander à l'infirmière « À quelle heure arrive Chloé aujourd'hui ?» L'infirmière répondit, comme toujours, « Monsieur Ernest, à 9 heures. » Et son père acquiesça, avec un sourire, petit, presque invisible, mais il était là. Sophie fronça les sourcils. Elle prit sa serviette en cuir, sortit de l'hôtel particulier. Mais la question resta en suspens dans son esprit pendant toute la réunion de budget avec les entrepreneurs. Pourquoi son père demandait-il après Chloé? Pourquoi souriait-il en entendant son nom? Cet après-midi-là, Sophie fit quelque chose d'inhabituel. Elle quitta le bureau à 4 heures. Pas à 8, pas à 9, à 4 heures. Elle dit à son assistante qu'elle avait une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. Elle arriva à l'hôtel particulier à 4h30, laissa sa voiture sur le parking, entra par la porte principale. La maison était silencieuse. Chloé n'était pas dans la cuisine, n'était pas dans le salon, n'était pas en train de plier du linge dans la buanderie. Sophie monta les escaliers, lentement, sans faire de bruit.
Comme une intruse dans sa propre maison, elle arriva au 3e étage. La porte de la chambre de son père était entrebâillée. Comme ce mardi-là, elle s'approcha, regarda par l'entrebâillement, et ce qu'elle vit la coupa le souffle. Chloé était assise près de son père, sur la chaise qu'elle avait rapprochée, dans ses mains, un livre à couverture rigide et au bord doré, 100 ans de solitude, l'édition ancienne, celle que Sophie avait vue dans la bibliothèque depuis son enfance, et Chloé lisait d'une voix douce, lente, pas rapide, pas monotone, mais avec rythme, avec vie, comme si chaque mot était un coup de pinceau sur une toile invisible. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se souvenir de ce lointain après-midi où son père l'emmena découvrir la glace. Monsieur Ernest avait les yeux fermés, mais il ne dormait pas. Non, il écoutait, intensément, chaque mot, chaque pause, comme s'il voyait, comme si les mots de Chloé étaient des fenêtres sur un monde qu'on lui avait arraché. Et alors, quelque chose se produisit que Sophie n'oublierait jamais. Son père leva une main, lentement, tremblante, et toucha le bras de Chloé. Juste un contact, léger, comme pour dire « Merci, continue, ne t'arrête pas ». Chloé sourit, un petit sourire, sans rien attendre en retour, et continua à lire. Macondo était alors un village de 20 maisons d'argile et de roseaux construites au bord d'un fleuve aux eaux limpides qui se précipitaient sur un lit de pierre polie, blanche et énorme comme des œufs préhistoriques. Sophie ferma les yeux, une larme chaude coula sur sa joue, et à cet instant, tout s'arrêta. Le temps, la respiration, le monde entier, parce qu'elle voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. Son père, l'homme qui avait construit des empires de ses mains, l'architecte qui avait conçu des bâtiments qui touchaient le ciel, le géant qu'elle avait admiré toute sa vie, était là, vulnérable, fragile, mais pas brisé. Il n'était pas brisé parce que quelqu'un le soutenait, pas avec de l'argent, pas avec des médicaments, pas avec de la pitié, mais avec des mots, avec sa présence, avec un amour si pur que ça faisait mal à regarder. Sophie réalisa quelque chose de dévastateur à ce moment-là. Pendant 12 ans, elle avait cru que son père avait besoin d'un remède, d'un traitement, d'un miracle médical. Mais elle s'était trompée. Ce dont son père avait besoin était beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à donner. Il avait besoin que quelqu'un le voie, pas comme un homme aveugle, pas comme un fardeau, pas comme un souvenir de ce qu'il était, mais comme ce qu'il était toujours. Un être humain, avec des rêves, avec des souvenirs, avec le désir de rester vivant. Et Chloé l'avait vu, dès le premier jour, sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne lui explique. Elle l'avait simplement vu. Sophie s'éloigna de la porte, descendit les escaliers lentement. Chaque marche pesait comme du plomb. Elle arriva dans le jardin. La lumière du crépuscule peignait tout en doré. Les bougainvilliers grimpèrent sur les murs. L'odeur du jasmin flottait dans l'air. Tout était parfait. Tout était beau. Mais Sophie sentait qu'elle se brisait de l'intérieur. Elle s'assit sur le banc en fer forgé. Le même banc où sa mère avait l'habitude de lire quand elle était enfant. Le même banc où Sophie s'asseyait pour faire ses devoirs, pendant que sa mère tournait les pages de romans qu'elle ne finissait jamais parce qu'elle s'endormait toujours sous le soleil de l'après-midi. Et elle pleura, pas avec des larmes silencieuses, pas avec dignité, mais avec des sanglots qui secouaient tout son corps. Elle pleura pour les 12 années perdues, elle pleura pour les conversations qu'elle n'avait jamais eues. Elle pleura pour les fois où elle était entrée dans la chambre de son père juste pour accomplir un rituel vide. Elle pleura pour tous les après-midi où elle aurait pu lire pour lui, et elle ne l'avait pas fait, mais plus que tout. Elle pleura parce qu'elle venait de comprendre quelque chose qui l'humiliait. Une femme qui gagnait 5 000 € par mois avait fait pour son père ce qu'elle, avec toute sa fortune, avec tout son pouvoir, avec toute son éducation, n'avait pas pu faire. Chloé lui avait rendu la vie, pas la vie médicale, la vraie vie, celle qui compte, celle qui se mesure en sourire,
en moments partagés, dans la chaleur d'une voix qui lit juste parce qu'elle veut lire, sans rien attendre, sans demander de reconnaissance, juste parce que... Elle pleura parce qu'elle venait de voir quelque chose qui la brisa. Son père, l'homme le plus occupé qu'elle ait connu dans son enfance, l'homme qui n'avait jamais eu le temps de lui lire des histoires parce qu'il dessinait des plans jusqu'au petit matin, cet homme recevait maintenant d'une étrangère ce qu'elle ne lui avait jamais donné, du temps, sa présence, une voix qui le sortirait de l'obscurité. Si cette histoire touche quelque chose en vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez laissé filer et que vous ne savez pas comment le récupérer, restez, parce que ce qui va suivre n'est pas seulement l'histoire de Chloé et de Monsieur Ernest, c'est l'histoire de tous ceux qui oublient qu'être présent est le seul cadeau qui compte vraiment. Sophie ne confronta pas Chloé ce jour-là, ni le lendemain, ni le suivant. Elle observait juste, en silence. Comme une détective dans sa propre maison, elle commença à arriver tôt exprès, à 4h30, à 4h, à 3h30, juste pour voir, pour comprendre, pour déchiffrer ce qui se passait dans cette chambre du 3e étage qui avait réussi ce que 12 années de médecine coûteuse n'avaient pas pu. Et ce qu'elle découvrit la laissa muette. Chloé ne faisait pas que lire. Il y avait une routine, un système. Un dévouement qui n'était pas dans son contrat, que personne ne payait, que personne ne demandait. Elle arrivait à 9h, faisait son travail de nettoyage jusqu'à 11h, préparait le déjeuner. Et ensuite, à 12h30, elle montait, toujours à 12h30, avec un livre différent chaque jour. Parfois, 100 ans de solitude, parfois Don Quichotte, parfois Borges, parfois Neruda. Elle s'asseyait sur la chaise près de Monsieur Ernest, lui demandait comment il avait dormi, comment il se sentait, s'il voulait qu'elle lise quelque chose en particulier. Et ensuite, elle ouvrait le livre, et pendant 2 heures, elle lisait, sans se presser, sans regarder l'heure. Elle lisait juste. Sophie découvrit quelque chose d'autre, quelque chose qui la dévasta. Dans le chariot de ménage de Chloé, sous les chiffons et les produits nettoyants, il y avait un cahier à spirale bleue, vieux, usé. Avec les coins cornés, Sophie le prit un après-midi pendant que Chloé était aux toilettes. Elle l'ouvrit et ce qu'elle lut lui coupa le souffle. Lundi 15 juillet, page 47 de Don Quichotte. Monsieur Ernest a souri quand j'ai lu un passage sur Dulcinée. Il m'a dit qu'il avait lui aussi connu un amour impossible, sa femme, ma patronne. Elle lui manque tous les jours. Mardi 16 juillet, nous avons commencé 100 ans de solitude. En entendant parler de Macondo, Monsieur Ernest m'a demandé si je croyais aux lieux magiques. Je lui ai dit que oui, que sa bibliothèque en était un. Vendredi 19 juillet. Nous avons terminé le chapitre où le colonel Aureliano fabrique des petits poissons en or. Monsieur Ernest a pleuré. Il m'a dit qu'il faisait lui aussi de belles choses autrefois, que le dessin lui manque. Je lui ai dit qu'il le pouvait encore, avec les mots. Sophie referma le cahier. Ses mains tremblaient. Chloé ne se contentait pas de lire. Chloé écoutait. Chloé se souvenait. Chloé transformait chaque séance de lecture en un pont entre le passé et le présent, entre l'obscurité et la lumière. Et alors, Sophie trouva une entrée qui la brisa complètement. Mercredi 31 juillet. Monsieur Ernest m'a demandé pourquoi je faisais ça. Je lui ai dit la vérité. Mon père aussi était aveugle, les 3 dernières années de sa vie. Je lui lisais tous les soirs. Quand il est mort, je me suis promis de ne jamais laisser un autre aveugle seul dans l'obscurité. Monsieur Ernest a pris ma main. Il m'a dit « Vous êtes un ange, Chloé ». Je lui ai dit « Non, monsieur Ernest. Je suis juste quelqu'un qui sait ce que c'est d'aimer un père qui ne peut plus voir. » Sophie referma le cahier et le remit exactement à sa place. Elle sortit de l'hôtel particulier. Elle monta dans sa Mercedes et conduisit sans but pendant 2 heures, en pleurant, en criant, en frappant le volant, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose qui l'humilia jusqu'à la moelle. Chloé ne lui rendait pas service. Chloé se soignait, sa propre blessure,
à travers Monsieur Ernest, et ce faisant, elle redonnait vie à un homme qu'elle, sa propre fille, avait émotionnellement abandonné. L'argent avait payé des infirmières, l'argent avait payé des médicaments, l'argent avait payé une chambre luxueuse avec vue sur le jardin. Mais l'argent n'avait pas payé la seule chose dont Monsieur Ernest avait besoin, une voix qu'il voulait de retour. Et cette voix avait un nom, Chloé Dubois, 48 ans, employée de maison, ancienne institutrice, veuve, avec 2 grands enfants, avec des mains calleuses à force de nettoyer les sols des autres, et avec un cœur si grand qu'il ne tenait pas dans l'uniforme bleu qu'elle portait chaque jour. Mais il y avait autre chose que Sophie ignorait, quelque chose qu'elle était sur le point de découvrir et qui allait tout changer. Une semaine plus tard, Sophie était dans son bureau, en train de vérifier des contrats, quand elle reçut un appel de l'hôtel particulier. C'était l'infirmière. Monsieur Ernest demandait quelque chose d'étrange. Il voulait ses lunettes, les lunettes qu'il n'avait pas portées depuis 12 ans. Les lunettes qu'il gardait dans le tiroir de sa table de chevet comme un souvenir inutile d'un passé qui n'existait plus. Sophie dit à l'infirmière de les lui donner et raccrocha. Mais la question resta là, flottant dans son esprit comme une fumée qui ne se dissipe pas. Pourquoi un homme qui ne pouvait plus voir voulait-il ses lunettes? Cet après-midi-là, elle arriva à 3 heures. Elle monta au 3e étage, ouvrit la porte de la chambre de son père sans faire de bruit. Et ce qu'elle vit la laissa paralysée. Monsieur Ernest était assis dans son fauteuil, avec ses lunettes sur le nez, les mêmes lunettes à monture dorée qu'il avait portées pendant 30 ans, et sur ses genoux. Ses mains touchaient doucement la couverture d'un livre. Elles touchaient seulement, comme s'il pouvait lire avec ses doigts, comme si le toucher lui rendait quelque chose que ses yeux ne pouvaient plus lui donner. Chloé était à ses côtés, en train de lire. Mais cette fois, ce n'était pas 100 ans de solitude. C'était un autre livre, un livre que Sophie reconnut immédiatement. Le Petit Prince, le livre préféré de sa mère, le livre qu'elle lisait à Sophie quand elle était petite avant de dormir. Chloé lisait avec cette voix douce qui semblait caresser chaque mot. C'est de la folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous vos rêves parce que l'un d'eux ne s'est pas réalisé. Et alors, Monsieur Ernest parla d'une voix brisée, pleine d'émotion. Ma femme me lisait ce livre, il y a tant d'années, quand Sophie était petite. Parfois j'écoutais depuis la porte. Je ne le lui ai jamais dit, mais c'était mon moment préféré de la journée. Il fit une pause, sa voix tremblait. Elle s'asseyait sur le fauteuil à bascule à côté du lit de Sophie et lisait avec cette voix douce qu'elle avait. La même voix qu'elle utilisait pour me calmer quand j'arrivais stressé du travail. Elle lisait Le Petit Prince, sur les roses, sur les renards qui demandaient à être apprivoisés, sur les aviateurs perdus dans le désert. Et je restais là, dans le couloir, à écouter sans entrer, parce que je ne voulais pas interrompre ce moment. C'était leur moment, à ma femme et à ma fille. Je n'étais qu'un visiteur secret, un homme qui volait des moments de tendresse qu'il n'osait pas demander pour lui-même. Monsieur Ernest laissa échapper une larme. Quand ma femme est morte, j'ai pensé que ces moments étaient partis pour toujours, que je n'entendrais plus jamais Le Petit Prince lu avec amour, que je ne ressentirais plus jamais cette chaleur, cette paix. Mais toi, Chloé, tu as apporté ce livre. Comment as-tu su? Chloé sourit, un sourire plein de tendresse. Je le sais, monsieur Ernest. Sophie me l'a raconté un jour. Sophie se figea. Elle n'avait jamais raconté ça, jamais, parce qu'elle ne s'en souvenait même pas clairement. Ou peut-être qu'elle s'en souvenait, mais elle l'avait enfoui si profondément qu'elle ne savait plus que c'était là. Mais alors, elle réalisa. Chloé ne lui avait pas parlé. Chloé l'avait découvert seule. Elle avait probablement trouvé des photos. Elle avait probablement entendu monsieur Ernest mentionner quelque chose dans un de ces moments de lucidité. Elle avait probablement simplement observé. Faites attention. Relier des points que personne d'autre n'avait pris la peine de relier. Chloé avait fait ce que Sophie n'avait jamais fait. Elle avait enquêté. Elle avait posé des questions sans mots.
Elle avait compris M. Ernest d'une manière que personne d'autre, pas même sa propre fille, n'avait réussi à faire en 12 ans. Et le plus dévastateur, c'était qu'elle ne l'avait pas fait pour impressionner qui que ce soit. Elle ne l'avait pas fait pour obtenir une augmentation. Elle ne l'avait pas fait pour être reconnue. Elle l'avait fait parce qu'elle comprenait quelque chose que Sophie avait oublié, que connaître quelqu'un, ce n'est pas savoir son nom, c'est connaître ses blessures, ses souvenirs, les choses qui le font pleurer en secret, les choses qui le font sourire sans raison apparente. Sophie referma la porte sans faire de bruit, descendit les escaliers, s'assit dans le salon, et pour la première fois de sa vie adulte, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti, de l'envie pour une employée de maison qui connaissait son père mieux qu'elle, qui le comprenait mieux qu'elle, qui l'aimait, d'une certaine manière, mieux qu'elle. Et la question qui la brûlait était celle-ci. Comment une femme qui gagnait 5 000 € par mois avait-elle réussi ce que Sophie, avec toute sa fortune, avec toutes ses ressources, avec toute son éducation, avait échoué à faire? La réponse était d'une simplicité cruelle. Chloé avait offert ce que l'argent ne peut acheter, du temps, de l'attention, une présence, un amour désintéressé, sans culpabilité, sans précipitation. Que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un prend soin de la personne que vous aimez mieux que vous ne l'avez fait? Serez-vous reconnaissant ou seriez-vous honteux? Restez avec nous, car cette histoire va vous enseigner que parfois, la plus grande leçon ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas, des mains qui nettoient vos sols, des voix que vous n'attendiez pas à entendre. Les jours suivants, Sophie commença à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Observer, pas de loin, pas en épiant par des trous de serrure, mais avec une attention véritable, avec les yeux de quelqu'un qui est enfin disposé à voir, et ce qu'elle vit la transforma profondément. Elle remarqua que Chloé arrivait toujours 15 minutes en avance, à 8h45, pas à 9h, et pendant ces 15 minutes, elle montait dans la chambre de M. Ernest. Elle lui apportait un café fraîchement préparé. Pas le café que l'infirmière préparait dans la machine automatique. Non, un vrai café, comme autrefois, comme le faisait la mère de Sophie. Elle lui demandait comment il avait passé la nuit, s'il avait bien dormi, s'il avait rêvé de quelque chose. Des questions simples, des questions que personne d'autre ne posait parce que personne d'autre n'avait le temps. Et M. Ernest répondait, pas par des monosyllabes, pas par le silence éteint des 12 dernières années, mais avec des MOTS, avec des histoires, avec des souvenirs, comme si la voix de Chloé était une clé qui ouvrait des portes que tous croyaient fermées à jamais. Sophie remarqua aussi autre chose. Chloé apportait des fleurs, pas les fleurs chères que Sophie envoyait acheter chaque semaine chez le fleuriste de Neuilly-sur-Seine. Non, des fleurs des champs, des marguerites, de petits tournesols, des fleurs qu'elle achetait au stand du coin avec son propre argent. Et elle les mettait dans un vase près de la fenêtre de la chambre de M. Ernest. À quoi bon s'il ne peut pas les voir? Avait demandé une fois l'infirmière d'un ton moqueur. Chloé la regarda calmement et répondit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. Parce qu'il peut les sentir, et parce que quand je lui dis qu'il y a des tournesols jaunes près de la fenêtre, il sourit. Et ce sourire vaut plus que tout ce que l'argent peut acheter. L'infirmière ne dit rien de plus. Mais Sophie, qui écoutait depuis le couloir, sentit que quelque chose en elle se brisait, ou peut-être se réparait. Elle n'était pas sûre. Un jeudi après-midi, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle annula toutes ses réunions. Elle dit à son assistante de ne pas la déranger. Elle éteignit son téléphone et elle rentra chez elle. À 14h, elle arriva à l'hôtel particulier. Tout était silencieux. Elle monta au 3e étage. La porte de la chambre était entrebâillée, comme toujours. Elle s'approcha, et cette fois, elle ne se cacha pas. Elle entra. Chloé était assise à côté de M. Ernest, en train de lire Don Quichotte, le chapitre des moulins à vent. Son père écoutait les yeux fermés, ses lunettes sur le nez, un petit sourire aux lèvres.
Quand Chloé vit Sophie, elle se leva immédiatement, laissa le livre sur la petite table. « Madame, pardonnez-moi, j'étais juste… » Sophie leva une main. « Ne vous excusez pas, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Chloé hésita, mais quelque chose dans la voix de Sophie la fit obéir. Elle se rassit. Monsieur Ernest tourna la tête vers sa fille. « Sophie, que fais-tu ici si tôt ?» Sophie s'approcha, s'assit sur l'autre chaise, celle qui était de l'autre côté de son père, celle qui était vide depuis des années. « Je suis venu écouter. » Monsieur Ernest sourit. Un sourire rempli de surprise, de joie, de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Alors reste. » Chloé était en train de lire Don Quichotte et les moulins. « C'est mon passage préféré. » Sophie acquiesça. Chloé la regarda avec des yeux interrogateurs. Sophie lui fit un geste de la tête. « Continuez, s'il vous plaît. » Et Chloé continua à lire. Sur ces entrefaites, ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent qui se trouvaient dans cette plaine. Et dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer « La fortune conduit nos affaires mieux que nous ne saurions le désirer. » Sophie ferma les yeux, et pour la première fois depuis 12 ans, elle était présente, complètement présente, sans téléphone, sans agenda, sans réunion qui l'attendait, seulement elle, son père, et la voix d'une femme qui leur apprenait à tous les deux quelque chose qu'ils avaient oublié. Qu'être ensemble ne nécessite pas de paroles profondes, ne nécessite pas de plans complexes, requiert seulement d'être là, d'être présent. Quand Chloé eut terminé le chapitre, Monsieur Ernest parla. « Merci, Chloé. » Sa voix était chargée d'émotion. Puis il se tourna vers Sophie. « Et merci à toi aussi, ma fille, d'être venue, d'être restée. » Sophie ne put pas parler. Elle prit simplement la main de son père, une main ridée, tachée par l'âge, tremblante, mais chaude, vivante. Là, cette nuit-là, Sophie resta éveillée jusqu'à tard, pas à relire des contrats, pas à répondre à des emails, mais à penser à Chloé, à son père, aux 12 années qu'elle avait perdues parce qu'elle croyait qu'être présente signifiait payer les factures, embaucher des infirmières, s'assurer que tout fonctionnait. Mais être présent, ce n'est pas ça. Être présent, c'est s'asseoir à côté de quelqu'un et dire sans mots « Je suis là, je ne pars pas, tu es important pour moi ». Et c'était exactement ce que Chloé avait fait, chaque jour, pendant 3 mois, sans que personne ne le lui demande, sans que personne ne la voie, sans attendre de reconnaissance, juste parce qu'elle savait ce que c'était de perdre un père aveugle, parce qu'elle savait ce que c'était de souhaiter avoir eu plus de temps. Et maintenant, Sophie le savait aussi. Mais la question était-il trop tard pour récupérer ce qui était perdu? Ou y avait-il encore du temps? La réponse arriverait plus vite qu'elle ne l'imaginait, et elle serait plus douloureuse et plus belle qu'elle ne l'avait jamais espéré. 2 semaines plus tard, quelque chose changea. Pas chez Monsieur Ernest, pas chez Chloé, chez Sophie. Elle commença à rentrer chez elle plus tôt, pas à 21h, pas à 20h, à 17h, 16h, parfois 15h. Et quand elle arrivait, elle ne s'enfermait pas dans son bureau pour vérifier ses emails. Non, elle montait au 3e étage, frappait à la porte, entrait, et elle s'asseyait, sur la chaise qui était vide depuis des années, la chaise à côté de son père, et elle écoutait Chloé lire. Au début, c'était inconfortable. Sophie ne savait pas quoi faire de ses mains, ou regarder, comment rester immobile sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Mais Chloé lisait avec cette voix qui calmait tout, et peu à peu, Sophie apprit quelque chose qu'elle avait oublié. Comment être présente, simplement présente. Monsieur Ernest ne dit rien les premières fois, mais Sophie remarqua quelque chose. Quand elle entrait, son père souriait, un sourire différent, comme si pendant 12 ans, il avait attendu exactement ça, que sa fille s'assoie à ses côtés, sans précipitation, sans agenda, juste là, un vendredi après-midi, après que Chloé eut terminé de lire un chapitre du Vieil homme et la mère, Monsieur Ernest parla. « Chloé, pourrais-tu nous laisser seuls un instant? S'il te plaît. » Chloé acquiesça. Elle referma le livre avec soin, déposa la tasse de tilleul sur la petite table
et quitta la pièce en silence. Sophie sentit un nœud dans sa gorge. Son père ne demandait jamais à être seul avec elle, pas depuis des années, pas depuis qu'il avait perdu la vue. Papa, et tout va bien. Monsieur Ernest tourna son visage vers l'endroit où se trouvait sa fille. Son regard aveugle pointait directement vers elle, comme s'il pouvait la voir malgré tout. Sophie, je veux que tu saches quelque chose. Sophie prit la main de son père. Dis-moi. Monsieur Ernest respira profondément. Pendant 12 ans, j'ai vécu dans l'obscurité. Pas seulement parce que je ne pouvais plus voir, mais parce que j'avais l'impression de ne plus compter. Qu'il n'y avait plus de raison de me réveiller, de parler, de me souvenir de qui j'étais. Sophie serra la main de son père. Ses yeux se remplirent de larmes. « Papa, Attends, laisse-moi terminer. » Monsieur Ernest sourit légèrement. « Pendant ces 12 années, tu as travaillé plus dur que n'importe qui. Tu as construit l'empire que j'avais commencé. Tu as multiplié ce que je pouvais à peine créer. Et je sais que tu l'as fait pour moi, pour que je sois fier. Pour que je sache que mon héritage était entre de bonnes mains. » Sophie ne put parler. Elle pleura seulement en silence. « Mais ce que tu ne savais pas, ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que je n'avais pas besoin que tu construises des immeubles. J'avais besoin que tu t'assoies à mes côtés, comme tu le fais maintenant, comme Chloé l'a fait sans qu'on le lui demande. » Sophie laissa échapper un sanglot. « Papa, pardonne-moi. Je pensais que... » Monsieur Ernest leva une main tremblante et toucha le visage de sa fille. Il chercha sa joue, essuya une larme avec son pouce. « Il n'y a rien à pardonner, ma fille. Tu as fait ce que tu croyais juste. Mais maintenant tu es là, et c'est ce qui compte. Pas le temps que nous avons perdu, mais le temps qu'il nous reste. » Sophie serra son père dans ses bras, et pour la première fois en 12 ans, elle pleura dans ses bras. Pas avec la culpabilité qui l'avait poursuivie pendant des années, mais avec le soulagement de finalement comprendre qu'il n'était pas trop tard, qu'il y avait encore du temps, que l'amour ne se mesure pas en réussite, il se mesure en présence. Quand Sophie sortit de la chambre, Chloé était dans le couloir, attendant, avec le livre dans les mains, avec ses yeux pleins de compréhension qui n'avaient pas besoin de mots. Sophie s'approcha d'elle, et pour la première fois, elle ne la vit pas comme la femme de ménage, elle la vit comme ce qu'elle était réellement. Un ange, déguisé en femme ordinaire, une maîtresse qui lui avait enseigné la leçon la plus importante de sa vie, que l'amour n'est pas de grands gestes. Ce sont les petits moments, ceux que personne ne voit, ceux que personne n'applaudit, ceux qui simplement sont... Chloé, Sophie parla d'une voix brisée. « Merci de m'avoir rendu mon père, de m'avoir enseigné ce que j'avais oublié. » Chloé sourit, un sourire humble, sans attendre rien en retour. « Madame, je n'ai rien fait de spécial. J'ai seulement lu, j'ai seulement écouté, j'ai seulement été là. Et ça, Chloé, c'est tout. C'est ce dont il avait besoin, ce que j'ai oublié de lui donner. » Chloé acquiesça. Elle tendit le livre vers Sophie. « Peut-être voudrez-vous lui lire vous-même aujourd'hui. Il serait heureux. » Sophie regarda le livre. Le vieil homme et la mère. Le livre sur un homme qui lutte contre l'impossible, qui ne se rend pas même si tout est contre lui, qui continue parce que c'est ce que font les gens qui aiment la vie. Elle prit le livre, sentit le poids des pages, l'odeur du papier vieux, et comprit quelque chose. Ce livre n'était pas seulement une histoire, c'était une métaphore. Son père était le vieux pêcheur, aveugle, seul, mais toujours combattant, toujours vivant, toujours attendant que quelqu'un le voie. Non avec les yeux, mais avec le cœur. Sophie rentra de nouveau dans la chambre, s'assit sur la chaise à côté de son père, ouvrit le livre à la page où Chloé l'avait laissé, et lut. Sa voix tremblait au début. Elle n'avait pas la douceur de Chloé. Elle n'avait pas ce rythme parfait. Mais elle avait quelque chose que Chloé ne pouvait pas lui donner. Elle avait la voix de sa fille. La voix que Monsieur Ernest avait attendu d'entendre pendant 12 ans. Mais l'homme était un homme fait pour souffrir avec dignité. Sophie lut lentement. Monsieur Ernest ferma les yeux, sourit, et une larme solitaire coula sur sa joue. Quand Sophie termina le chapitre, son père parla. « Tu as mal lu un mot, ma fille. » Sophie fut surprise. « Lequel ?»
Souffrance, ça ne se prononce pas comme ça. Ça se prononce espoir. Parce que quand tu souffres avec dignité, tu ne fais pas que souffrir. Tu attends que quelque chose change. Et aujourd'hui, quelque chose a changé. Sophie referma le livre, serra son père dans ses bras, et pour la première fois de sa vie adulte, elle n'eut pas l'impression de perdre son temps. Elle sentit qu'elle l'utilisait enfin bien. Si vous écoutez ceci et que vous sentez que votre vie est une course sans fin, que le temps vous échappe entre les doigts, que les personnes que vous aimez sont là, mais ne sont pas avec vous, arrêtez-vous. Arrêtez-vous simplement. Parce que cette histoire vous dit quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez seulement besoin d'être là, d'être présent. Le reste se fait tout seul. Les mois suivants furent différents. Sophie était toujours PDG. Elle continuait de conclure des contrats de plusieurs millions d'euros. Elle continuait de diriger l'entreprise Duval, la plus importante du pays. Mais quelque chose avait changé. Elle avait changé. Maintenant, elle quittait le bureau à 17 heures, pas à 21 heures. Elle déléguait plus, confiait plus. Et chaque soir, sans exception, elle rentrait à la maison, montait au 3e étage et lisait pour son père. Parfois Chloé était là, parfois non. Mais peu importait qui lisait. Ce qui importait, c'est que M. Ernest n'était plus seul. Il ne vivait plus dans l'obscurité, en attendant que le temps passe. Maintenant, il vivait en attendant la prochaine histoire, la prochaine voix, le prochain moment partagé. Un jour, tandis que Sophie lisait 100 ans de solitude, son père l'interrompit. « Sophie, il y a quelque chose que je veux que tu saches. » Sophie posa le livre. « Dis-moi, papa, je peux voir Macondo. » Sophie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Monsieur Ernest sourit, un sourire rempli de paix. Quand Chloé a commencé à me lire, il y a des mois, au début, je n'entendais que des mots, mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Les mots se sont transformés en images, en couleurs, en lieux. Je voyais Macondo, Sophie, je voyais la glace que le colonel Aureliano a touchée enfant. Je voyais les petits poissons d'or, je voyais tout, parce que Chloé ne faisait pas que lire, elle peignait avec sa voix. Et toi aussi, tu commences à apprendre à le faire. Sophie sentit un nœud dans sa gorge. « Papa, je pensais que tu ne reverrais plus jamais. » Monsieur Ernest prit la main de sa fille. « Et je ne vois pas avec les yeux, mais je vois avec quelque chose de mieux, avec l'imagination, avec les souvenirs, avec les voix des personnes qui m'aiment. Et ça, ma fille, c'est mieux que toute vue que je pourrais avoir. » Sophie serra son père dans ses bras et comprit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. La cécité n'est pas l'absence de vue, c'est l'absence de connexion, et son père n'était plus aveugle, parce que finalement, quelqu'un l'avait vu, non avec pitié, non par obligation, mais avec amour pur, désintéressé, réel. Cette nuit-là, Sophie descendit à la cuisine. Chloé préparait le dîner, nettoyant la vaisselle, rangeant le garde-manger. Comme chaque jour, Sophie s'approcha. « Chloé, il faut que je te parle. » Chloé se retourna, avec cette expression tranquille qui ne se démentait jamais. « Dites-moi, madame. » Sophie prit une profonde inspiration. « Je voudrais vous offrir quelque chose. Un poste nouveau. Vous ne serez plus employée de maison. Vous serez accompagnatrice de lecture officielle pour mon père. Avec un salaire 3 fois plus élevé, des horaires flexibles, tout ce dont vous aurez besoin. Je veux juste que vous continuiez à faire ce que vous faites déjà. Lire, écouter, être là. » Chloé la regarda en silence pendant un moment qui sembla durer une éternité. Puis elle sourit, un sourire plein de gratitude, mais aussi d'autres choses, de compréhension, de sagesse. « Madame, je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais parce que je sais ce que c'est de perdre un père aveugle et de regretter de ne pas avoir eu plus de temps. Mais j'accepte, pas pour moi, mais pour Monsieur Ernest, parce qu'il mérite d'avoir des voix qui l'aiment. Et maintenant, il en a 2, la mienne et la vôtre. » Sophie serra Chloé dans ses bras, pour la première fois, sans hiérarchie, sans rôle.
Seulement deux femmes qui aimaient le même homme, l'une comme un père, l'autre comme le père qu'elle avait perdu. Et dans cette étreinte, quelque chose guérit, pas seulement en Sophie, pas seulement en Monsieur Ernest, mais en Chloé aussi. Parce que parfois, quand on donne de l'amour, ce qu'on fait vraiment, c'est guérir ses propres blessures. Et ce faisant, on guérit celles des autres. 3 mois plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. Monsieur Ernest demanda quelque chose que personne n'attendait. « Je veux aller à la bibliothèque ». Sophie et Chloé échangèrent un regard. La bibliothèque, l'endroit que Monsieur Ernest avait interdit de toucher pendant 12 ans. L'endroit où il gardait 3000 livres qu'il pensait ne plus jamais pouvoir apprécier. Elles l'y emmenèrent, toutes les deux, lentement. Elles descendirent les escaliers du 3e étage, traversèrent le couloir, ouvrirent les portes doubles en acajou et entrèrent. L'odeur du vieux papier l'enveloppa. Monsieur Ernest inspira profondément, comme si cet arôme était de l'oxygène pur. Il ferma les yeux, sourit. « Je suis chez moi ». Chloé le guida jusqu'à son fauteuil préféré, le fauteuil en cuir où il passait des heures à lire avant de perdre la vue. Monsieur Ernest s'assit, tendit les mains, toucha les étagères, les livres, les couvertures usées, les dos abîmés, et alors il dit quelque chose qui brisa les deux femmes. Je pensais que je ne reviendrais jamais ici. Je pensais que cet endroit ne ferait que me rappeler ce que j'ai perdu. Mais je me trompais. Cet endroit n'est pas ce que j'ai perdu, c'est ce que j'ai trouvé. Parce que maintenant j'ai quelque chose de mieux que de lire seul. J'ai quelqu'un qui lit avec moi, qui voit pour moi, qui peint des mondes avec sa voix. Sophie s'agenouilla près de son père. « Papa, je regrette de t'avoir laissé seul si longtemps. » Monsieur Ernest prit le visage de sa fille entre ses mains. « Tu ne m'as pas laissé seule, ma fille. Tu t'es juste perdue en chemin. Mais tu as retrouvé le chemin du retour, et c'est ce qui compte. » Chloé, debout près de la fenêtre, regardait la scène avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle ne dit rien, elle n'avait pas besoin de le faire, parce que son travail était fait, pas le travail de nettoyer les sols, le travail de guérir les âmes, de reconnecter les cœurs, de rappeler aux gens que les miracles ne viennent pas des hôpitaux, ils viennent des mains qui se tendent, des voix qui lisent, des cœurs qui aiment sans attendre rien en retour. 6 mois après ce jour, la vie dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine avait complètement changé, mais pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. Monsieur Ernest était toujours aveugle. La médecine n'avait pas trouvé de remède miracle. Les ophtalmologues continuaient à dire la même chose, irréversible, permanent, sans espoir de guérison. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose qu'aucun médecin ne pouvait mesurer. Monsieur Ernest avait recommencé à vivre. Chaque après-midi, à 15 heures précises, la bibliothèque se remplissait de voix. Chloé arrivait avec son livre du jour. Parfois Borges, parfois Cortázar, parfois simplement de la poésie de Neruda qu'elle lisait avec cette voix qui transformait les mots en mélodie. Sophie arrivait à 15h30, non plus depuis le bureau, pressée et stressée, mais depuis la maison, où elle avait commencé à travailler à mi-temps, déléguant, faisant confiance, construisant moins d'immeubles et plus de souvenirs. Ils s'asseyaient tous les trois, Monsieur Ernest dans son fauteuil en cuir, Chloé à sa droite, Sophie à sa gauche, et ils lisaient à tour de rôle. Parfois, Chloé lisait un chapitre, puis Sophie continuait. Parfois, Monsieur Ernest se contentait d'écouter. Parfois, il interrompait pour commenter, pour se souvenir, pour rire, parce que c'était ça le plus incroyable. Monsieur Ernest se remettait à rire. Pas le rire timide de quelqu'un qui avait oublié comment faire, mais le rire plein de quelqu'un qui a retrouvé des raisons d'être en vie. Un vendredi après-midi, alors que Chloé lisait « L'amour au temps du choléra », Monsieur Ernest l'interrompit. « Chloé, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Monsieur Ernest. Pourquoi continuez-vous à apporter vos propres livres? J'en ai 3000 ici. Vous pouvez lire n'importe lequel. » Chloé ferma le livre, sourit. Un sourire plein de tendresse, parce que les livres que j'apporte, ce sont ceux que je lisais avec mon père. Et quand je vous les lis, j'ai l'impression qu'il est encore là, que vous êtes tous les deux encore là.
Vous deux, les hommes que j'ai le plus aimés dans ma vie, l'un que j'ai perdu, l'autre que j'ai trouvé. Sophie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Non pas de tristesse, de beauté, de comprendre que Chloé ne faisait pas que guérir son père. Elle guérissait son propre deuil. Et ce faisant, elle leur avait appris à tous quelque chose d'inestimable, que l'amour ne se perd jamais. Il se transforme seulement, se multiplie, se donne aux autres. Monsieur Ernest tendit sa main. Chloé la prit. Il parla d'une voix brisée. « Merci, Chloé, de me voir quand personne d'autre ne le pouvait. Pas avec les yeux, avec le cœur. » Chloé serra sa main. « Vous m'avez rendu mon père, monsieur Ernest. Chaque fois que je lis pour vous, il est ici avec moi. Et ça, c'est un cadeau qu'aucun argent ne peut payer. » Sophie prit les mains des deux, formant un cercle. 3 personnes, 3 histoires, 3 blessures qui guérissaient ensemble. Et elle dit quelque chose qu'elle gardait en elle depuis des mois. « Je veux vous remercier aussi, tous les deux, de m'avoir appris que la vie ne se mesure pas en contrats signés, en immeubles construits, en réussite qu'on accroche au mur. Elle se mesure en moments comme celui-ci, en mains qui se tiennent, en voix qui lisent, en présence qui compte. » Les 3 restèrent silencieux. Ce silence confortable qui n'existe qu'entre des personnes qui se comprennent sans mots. Et puis Chloé continua à lire parce que c'était ce qu'il faisait. Lire, être, aimer. Cette histoire touche à sa fin. Mais avant de vous quitter, vous devez savoir quelque chose. Quelque chose qui va peut-être changer votre façon de voir votre propre vie. 1 an après que Sophie a découvert Chloé lisant pour son père, Monsieur Ernest a fêté ses 75 ans. Sophie organisa un petit dîner, intime, sans luxe inutile. Seulement la famille proche et Chloé, parce que Chloé faisait déjà partie de la famille. Pendant le dîner, Monsieur Ernest demanda le silence. Il dit qu'il voulait partager quelque chose. Sophie sentit un nœud dans sa gorge. Son père demandait rarement l'attention. Quand il le faisait, c'était parce qu'il avait quelque chose d'important à dire. Monsieur Ernest parla d'une voix ferme, claire, pleine de vie. Pendant 12 ans, j'ai vécu comme un mort, aveugle de corps, mais plus aveugle encore d'âme. Je croyais que la vie était finie, qu'il n'y avait plus de raison de se réveiller, de rêver, de se souvenir de qui j'étais. Il fit une pause, cherchant à tâtons la main de Chloé. Il la serra, puis chercha celle de Sophie et continua. « Mes 2 femmes m'ont appris quelque chose. L'une m'a enseigné que les miracles n'ont pas besoin d'yeux. Ils ont besoin de cœurs qui voient. Et l'autre m'a enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour être à nouveau présent, pour rattraper le temps, non pas le temps perdu, mais le temps qui nous reste. » Monsieur Ernest sourit, un sourire plein de paix. Ces 2 femmes m'ont rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, pas la vue, mais la raison de vivre, et je veux que vous sachiez que durant cette dernière année, j'ai vu plus que dans toute ma vie. J'ai vu Macondo, j'ai vu des moulins à vent, j'ai vu de vieux pêcheurs luttant contre la mer, j'ai vu des mondes entiers peints avec des mots, et j'ai vu quelque chose de plus important. J'ai vu l'amour, l'amour pur, désintéressé, réel. Les larmes coulaient sur le visage de Sophie. Chloé pleurait en silence, et toutes les personnes présentes, même celles qui ne connaissaient pas l'histoire complète, sentaient qu'elles assistaient à quelque chose de sacré, une leçon de vie qui ne s'apprend qu'à travers la douleur et la rédemption. Monsieur Ernest termina avec quelque chose que personne n'attendait. « Si vous croyez que cette histoire est celle d'une employée de maison qui lisait pour un aveugle, vous vous trompez. Cette histoire est celle de 3 personnes aveugles qui ont appris à voir. Chloé, aveugle par le deuil de son père. Sophie, aveugle par le travail qui l'éloignait de l'essentiel. Et moi, aveugle par l'apitoiement qui m'a fait oublier que j'étais encore vivant. Mais tous les 3, nous avons trouvé la lumière, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans l'amour que nous avons décidé de nous donner les uns aux autres. » Le silence qui suivit fut assourdissant, mais c'était le type de silence qui parle plus fort que n'importe quel mot. Le silence de cœur qui comprennent, qui sentent, qui se transforment. Ce soir-là, après le départ de tous, Sophie monta dans la chambre de son père. Monsieur Ernest
était assis dans son fauteuil avec ses lunettes, un livre sur les genoux, le touchant doucement du bout des doigts. Sophie s'assit à ses côtés. « Papa, merci pour ce que tu as dit aujourd'hui. » Monsieur Ernest se tourna vers elle. « Ma fille, il y a quelque chose de plus que je veux te dire, quelque chose que seul toi as besoin d'entendre. » Sophie prit sa main. « Dis-moi, pendant 12 ans, j'ai pensé que tu étais distante parce que tu t'en fichais, mais je me suis trompé. Tu étais distante parce que tu t'en souciais trop. Tu travaillais tant parce que tu voulais honorer mon héritage. Tu voulais démontrer que je n'avais pas échoué, que mon entreprise était toujours vivante, que mon nom signifiait encore quelque chose. » Sophie commença à pleurer. « Papa, je voulais juste que tu sois fier. » Monsieur Ernest sourit, un sourire plein d'amour. « Et je le suis, ma fille, pas pour les bâtiments que tu as construits, mais pour la femme que tu as décidé d'être, la femme qui a cessé de fuir, qui a cessé de se cacher derrière le travail. Oh, qui s'est assise à mes côtés et a dit sans mots, « Je suis là, je ne pars pas, je t'aime. » Sophie embrassa son père, et dans cet embrassement, ils guérirent, complètement. Non pas parce que le passé changeait, mais parce que le présent le rachetait, parce qu'ils avaient appris que l'amour n'est pas parfait, il est imparfait, plein d'erreurs, d'absence, de culpabilité. Mais quand tu décides de revenir, quand tu décides d'être là, tout se transforme. Aujourd'hui, 3 ans après ce mardi où Sophie est rentrée tôt à la maison, la vie dans l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine suit son cours. Mais plus rien n'est comme avant. Chloé n'est plus une employée de maison. Elle est officiellement compagne de lecture et accompagnatrice émotionnelle. Un titre que Sophie a créé spécialement pour elle, avec un salaire qui lui permet de vivre confortablement, avec des horaires flexibles, avec tout le respect et la reconnaissance qu'elle mérite. Mais Chloé continue d'apporter ses propres livres, continue d'arriver un quart d'heure à l'avance, continue d'apporter des fleurs du marchand du coin, parce que pour elle, cela n'a jamais été un travail. Ce fut un acte d'amour, et les actes d'amour ne changent pas avec les titres ni les salaires. Monsieur Ernest est toujours aveugle, mais il ne vit plus dans l'obscurité. Chaque après-midi, à 3 heures précises, la bibliothèque se remplit de voix, de rires, d'histoires. Il a terminé sa liste de 50 livres qu'il voulait revoir. Maintenant, il est à la 2e liste, de 100 livres. Parce que quand on a des raisons de vivre, les listes ne se terminent jamais. Et Sophie a cessé d'être PDG à plein temps. Maintenant, elle travaille à mi-temps. Elle a délégué, elle a fait confiance. Et elle a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Qu'être une femme de succès ne signifie pas travailler 14 heures par jour. Cela signifie savoir quand travailler et quand simplement être là. Chaque vendredi, sans faute, les 3 se réunissent dans la bibliothèque. Ils ferment les portes, éteignent les téléphones et lisent. Parfois Chloé, parfois Sophie, parfois ils écoutent simplement des livres audio ensemble. Bien que Monsieur Ernest dise toujours qu'il préfère les voix réelles, les voix des personnes qu'il aime. Et dans ces moments, tandis que les mots flottent dans l'air de la bibliothèque, tandis que les mains se serrent, tandis que les sourires se partagent, quelque chose de magique se produit. Les 3 aveugles revoient, pas avec les yeux, avec quelque chose de beaucoup plus puissant, avec le cœur, parce qu'au final, c'est la leçon que cette histoire est venue enseigner. La cécité n'est pas l'absence de vue, c'est l'absence de connexion. C'est travailler tant qu'on oublie pourquoi on travaille. C'est être si occupé à survivre qu'on oublie de vivre. C'est avoir les personnes qu'on aime à ses côtés, mais ne pas être présent, ne pas les voir, ne pas les écouter, ne pas s'asseoir à leur côté et dire « Je suis là, avec toi, maintenant ». Sophie a appris cela de la façon la plus douloureuse, mais aussi de la plus belle, à travers une femme en tablier bleu qui lui a enseigné que les miracles ne viennent pas d'en haut. Ils viennent des mains qui nettoient, des voix qui lisent, des cœurs qui aiment sans attendre d'applaudissements, sans attendre de reconnaissance, sans attendre rien d'autre que la paix de savoir que tu as fait ce qui était juste. Si tu écoutes cela maintenant, si tu sens que cette histoire t'a touché d'une façon que tu ne peux pas expliquer,
C'est parce que tu avais besoin de l'entendre. Parce que quelque part dans ta vie, il y a quelqu'un qui attend que tu t'assoies à ses côtés, que tu lui lises, que tu lui parles, que tu sois simplement là. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être Chloé. Tu as juste besoin de faire ce qu'elle a fait. Être présent, voir les personnes, pas avec les yeux, avec le cœur. Parce qu'au final, même quand la vie se terminera, quand tu regarderas en arrière, tu ne te souviendras pas des contrats que tu as signés. Tu ne te souviendras pas des réunions auxquelles tu as assisté. Tu ne te souviendras pas des accomplissements que tu as accrochés au mur. Tu te souviendras des moments, des mains que tu as tenues, des voix que tu as écoutées, des fois où tu as été présent, des fois où tu as aimé sans condition, des fois où tu as été Chloé pour quelqu'un, ou des fois où quelqu'un a été Chloé pour toi. Monsieur Ernest l'a dit mieux que personne, les miracles n'ont pas besoin d'yeux, ils ont besoin de cœurs qui voient, et vous qui avez écouté jusqu'à la fin, vous avez deux options maintenant. Vous pouvez oublier que vous avez entendu ceci, vous pouvez continuer votre vie comme si rien n'avait changé, ou vous pouvez faire quelque chose de petit, quelque chose qui importe vraiment. Appelez quelqu'un que vous avez ignoré. Asseyez-vous à côté de quelqu'un qui est seul. Lisez pour quelqu'un qui ne peut plus lire. Écoutez quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Soyez présent. Juste ça. Soyez présent. Parce que si Chloé a pu changer la vie de deux personnes, simplement en s'asseyant et en lisant, imaginez ce que vous pouvez faire. Avec vos mains, avec votre voix, avec votre cœur. Cette histoire ne devrait pas exister dans un monde parfait. Parce que dans un monde parfait, personne ne devrait avoir besoin qu'un étranger lui apprenne à aimer sa propre famille. Mais nous vivons dans ce monde. Et dans ce monde, parfois, les anges portent des uniformes d'aide ménagère. Et parfois, les miracles viennent déguisés en vieux livres et en voix douce. La question est, allez-vous rester aveugle ou allez-vous commencer à voir? La réponse est en vous. Elle a toujours été là. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous la rappelle. Et maintenant, je l'ai fait. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Allez-y, soyez présents, aimez, et vous verrez que les miracles ne sont pas dans les hôpitaux. Ils sont dans vos mains, attendant que vous les utilisiez, vraiment attendant.